Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude du deuxième chapitre, bien sûr de l'unité 3. Après avoir étudié le premier chapitre consacré à l'étude de la pollution domestique ou bien les déchets ménagers issus de l'utilisation domestique. Donc ce nouveau chapitre est consacré aux pollutions issues de la consommation des produits énergétiques organiques et inorganiques. La Terre est la seule planète du système solaire qui contient la vie. Ceci est à la faveur de l'existence de l'eau, d'une atmosphère bien développée et une température moyenne, et bien sûr avec l'existence d'autres composantes comme le sol, bien des sols fertiles, etc. Donc on va rassembler ça dans une composante. Donc tous ces termes, ces composantes, l'eau, l'atmosphère, le sol, la température moyenne, on va les rassembler dans un seul nom qui est appelé les composantes terrestres. Donc seulement pour faciliter les tâches. Donc ces composantes terrestres favorisent l'existence de la vie. Et bien sûr, ces composantes sont influencées par les changements de la Terre. Parmi les changements, on a bien sûr les phénomènes naturels, on a des phénomènes qui sont anthropologiques, ça veut dire qu'ils sont dus aux activités humaines. On va s'intéresser en premier lieu à l'atmosphère, puis on va étudier l'eau et après le sol. Donc pour l'atmosphère, elle est constituée par les gaz. Donc les gaz ils sont plus légers, donc ils s'échappent à la gravité et montent jusqu'à une altitude déterminée. Donc cette montée dépend de la masse de ce gaz. Donc après on va voir des couches de gaz qui vont déterminer les différentes couches de l'atmosphère. Donc comme vous savez, il y a plusieurs couches de l'atmosphère. Il y a également la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Et dans une partie plus extérieure, on a l'exosphère. Donc chaque couche de l'atmosphère est caractérisée par certains gaz et par une altitude, par une température et par une pression atmosphérique. Donc on a ici la température, on a la pression et on a l'altitude. Donc pour la troposphère, on a les gaz ambiants, au-dessus de laquelle, ça veut dire à peu près 12 km d'altitude, on a la partie où volent les avions. Donc à un niveau plus haut, on a la couche d'ozone. On va voir ce que veut dire la couche d'ozone. Donc elle est située entre 30 et 50 km d'altitude. Et après, il y a la mésosphère. La mésosphère, c'est la partie où on voit les météores. Donc ici, ils ne sont pas appelés encore météores. Ils ne sont pas appelés météorites, ils sont des météores. Donc une météorite, avant d'atteindre la surface de la Terre, elle est appelée météore. Et quand elle atteint la surface, elle est appelée météorite. Donc et après cette couche, on a la thermosphère. Cette couche est caractérisée par une augmentation de température qui peut arriver jusqu'à 100 ou bien dépasser 100 degrés Celsius. Donc il y a également dans cette couche les aurores boréales. Donc on l'est déjà ici. Donc ces aurores boréales se forment. Donc
vous devez voir ça, ce que je veux dire. Donc ils représentent un phénomène de rencontre des vents solaires avec l'atmosphère terrestre. Donc quand il y a une rencontre des vents qui viennent du soleil avec l'atmosphère, ils forment ce nuage lumineux et donnent cet aspect qui sont appelés les aurores boréales. Donc voici les composantes de l'atmosphère seulement. Donc on commence notre activité par l'étude d'impact de la pollution sur l'air. Quand on parle de la pollution de l'air, on parle proprement dit de gaz seulement. Donc, en matière de climat, l'effet de serre est un phénomène naturel qui contribue au niveau de température moyen à la surface d'une planète dotée d'une atmosphère. Cela veut dire que chaque planète qui a une atmosphère, elle est capable de réaliser le phénomène de réchauffement, ou bien le phénomène de l'effet de serre. Mais c'est variable. Donc on a vu déjà là les différentes couches de l'atmosphère terrestre. Donc pour les autres planètes, elles n'ont pas la même succession de couches. Elles n'ont pas la même atmosphère, elles n'ont pas les mêmes gaz. Donc la vie, elle est possible que sur la Terre et avec ses composantes. Donc le phénomène de l'effet de serre, il sera plus important dans la Terre que dans d'autres planètes du système solaire qui ont des atmosphères différentes et infavorables pour le réchauffement, bien le réchauffement se fait d'une manière assez faible. Donc qu'est-ce que le phénomène de l'effet de serre? L'effet de serre représente le piégeage de rayonnement infrarouge dans la Terre. Donc, de la manière suivante. Quand les rayons solaires tapent sur la Terre, une partie est réfléchie vers l'espace et une partie est absorbée. Donc on a 30% est réfléchi, ça veut dire est rejeté, et 20% est absorbé par l'atmosphère, c'est-à-dire les gaz qui existent dans l'atmosphère, et 50% absorbé par la Terre, c'est-à-dire par le sol. Après cette absorption de rayonnement solaire, la Terre sera chauffée ou bien sera réchauffée et va emmagasiner la chaleur. Et ensuite, il va la réenvoyer ou bien la renvoyer vers l'espace. Et ici, on a l'atmosphère qui va interagir ou bien intervenir et interrompre l'envoi de ces rayonnements par les gaz qui existent. Donc, quand les rayonnements vont s'échapper, les rayonnements infrarouges vont s'échapper vers l'espace, ils sont piégés par l'atmosphère et renvoyés une autre fois vers la Terre, ce qui provoque le réchauffement climatique ou bien l'effet de serre. Donc l'effet de serre est favorisé à travers des gaz. Ces gaz qui sont appelés les gaz à effet de serre. Donc les voici. Donc les gaz à effet de serre. Donc ces gaz sont présents naturellement dans l'atmosphère, mais ils sont capables d'être variés. Ça veut dire on peut avoir une quantité qui sera supérieure ou bien qui sera inférieure. Donc selon le processus intervenu. D'accord? Quels sont ces gaz à effet de serre? Les gaz à effet de serre sont généralement le CO2 qui représente presque
la majorité de gaz, ça veut dire il est le plus répandu, bien le plus produit. Il provient de la combustion des combustibles fossiles ou bien énergétiques, l'incendie des forêts, etc. Tout ce qui est lié à la combustion. Donc l'H2O, bien c'est la vapeur d'eau. On parle de la vapeur d'eau, l'un des constituants de l'atmosphère, bien sûr, par le phénomène d'évaporation qui s'effectue au niveau des mers et au niveau des plantes par l'évapotranspiration. Donc pour le méthane, donc on a vu que le méthane se produit par l'enfouissement des déchets organiques dans des conditions qui sont anaérobies. Donc, on a déjà vu ça dans le chapitre précédent. Il y a également le CFC. C'est un gaz qui est plus important, bien plus dangereux pour l'atmosphère. Donc CFC veut dire le chlorofluorocarbure. Donc il est utilisé dans les aérosols et dans les machines de froid et de la climatisation. Donc le monoxyde de carbone, on l'a déjà vu dans la fermentation. Donc la fermentation, c'est l'enfouissement des déchets organiques ou bien des produits organiques qui va pour avoir d'autres produits comme le méthane. Donc ainsi qu'il provient de plusieurs types de combustion. Donc on commence à étudier notre activité qui sera consacrée à l'étude des polluants atmosphériques et bien évidemment les gaz. Donc la figure suivante représente le mécanisme de fonctionnement de l'effet de serre. On en a déjà parlé, mais on doit préciser les choses. Donc on a en premier lieu, on a les rayons solaires. Donc les rayons solaires sont émis par le soleil. On a ici l'atmosphère. Donc vous rappelez les couches, donc les différentes couches, ils sont tous situés ici. Donc quand les rayons solaires tapissent l'atmosphère, une partie, comme on a déjà signalé, est renvoyée vers l'espace et le reste va être divisé en deux. Une partie est absorbée par l'atmosphère, ça veut dire par les gaz de l'atmosphère, et 50% sera envoyé et emmagasiné par le sol ou bien par la terre. Quand le sol on a ici l'énergie, donc il est partout. Quand le sol est chauffé, il va émettre les rayons, mais sous forme de rayons infrarouges, qui sont des rayons chauffants, qui provoquent le réchauffement. Donc quand ils sont envoyés, ils vont être bloqués par l'atmosphère. Donc quand ils sont bloqués, ils vont être réfléchis vers la Terre. Donc puisqu'ils sont des rayons chauffants, ils vont provoquer le réchauffement. Et on parle ici de réchauffement climatique ou bien l'effet de serre. Donc, et bien sûr, une partie va s'échapper vers l'extérieur de la Terre. Donc, c'est le même phénomène qui s'est produit dans l'entrée des rayons et va intervenir dans la sortie des rayons infrarouges. Donc, et comme ça, on a la température moyenne ambiante de 15 degrés Celsius. C'est une température qui est favorable à l'existence de la vie et de l'agriculture, etc. Donc on a les gaz à effet de serre, ou bien les principaux gaz à effet de serre qui sont le dioxyde de carbone et le méthane. D'accord. Donc l'effet de serre est un phénomène naturel, mais il peut être accentué par certaines variations. Donc on va voir quelles sont les variations qui sont capables de perturber ou bien d'influencer l'effet de serre, bien sûr à travers les gaz à effet de serre. Donc on voit maintenant l'évolution des gaz à effet de serre, ou bien les principaux gaz à effet de serre depuis 1984 jusqu'à 2016.
Donc on voit d'une manière générale que tous les gaz à effet de serre sont en augmentation à travers les années ou bien au fil des années. Donc, et ceci est normal parce que c'est une période de la révolution industrielle ainsi que technologique. Ceci est dû à l'augmentation des populations, etc. Donc, beaucoup de production. Donc, ou bien une production importante. D'accord, ici on a une représentation en graphique qui illustre le CO2, bien le principal gaz à effet de serre produit par les pays producteurs. Donc vous avez ici les pays producteurs, bien sûr, qui dit producteur dit polluant et dit pollution. Donc ces deux termes, ils sont toujours en même temps bien sortent à l'esprit ensemble. Donc on remarque ici que les États-Unis sont ou bien émis le CO2 d'une manière successive et progressive au fil des années depuis 1971 jusqu'à 2010, ainsi que l'Europe, malgré on remarque une sorte de stabilisation, mais on remarque qu'il y a une remontée anormale de la Chine. Donc c'est pour ça la Chine est le pays le plus polluant du monde et ainsi le plus producteur du monde. Donc production égale à la pollution. Donc pour le Japon, il y a une sorte de stabilisation et l'Inde elle est aussi en remontée. Donc ici pour les États-Unis et pour l'Europe, on a une diminution de gaz à effet de serre. Donc à cette période-là, les pays producteurs développés, ils étaient obligés de réduire leurs émissions à effet de serre parce qu'ils sont considérés comme les polluants les plus dangereux au monde, soit ils seront sanctionnés. D'accord, donc le CO2 c'est le principal gaz à effet de serre. Donc on a ici, donc si vous vous souvenez, on a ici les années, bien le fil des années. On a 1880 jusqu'à 2020. Donc et là l'évolution de la température au fil des années. Donc depuis 1980 à 2020, on a vu déjà qu'on a une augmentation des gaz à effet de serre. Donc on va voir si l'augmentation de gaz à effet de serre est progressive et positive, quels seront les résultats sur la température. Donc vous voyez que la température moyenne terrestre est en augmentation au fil des années. Et surtout dans les années qui correspondent à l'augmentation de l'émission de gaz à effet de serre. Donc ceci semble relié. Donc voici le résultat de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre vont s'accumuler dans l'atmosphère et vont accentuer et accélérer le phénomène naturel, l'effet de serre ou bien le réchauffement climatique
en provoquant une augmentation de la température. D'accord, c'est une augmentation de la température qui est anormale. D'accord. Il y a un autre phénomène qui résulte de l'émission de gaz. Cette fois-ci, ne sont pas les gaz à effet de serre, mais qu'il s'agisse d'autres gaz. Donc, si vous vous rappelez bien, on a vu qu'il y a une couche qui s'appelle la couche d'ozone qui se situe dans la stratosphère. Cette couche d'ozone est appelée de cette appellation parce qu'elle contient le gaz d'ozone. Donc, qu'est-ce que le gaz d'ozone? Donc, tout simplement, le gaz d'ozone est une molécule qui contient trois atomes d'oxygène qui sont liés entre eux. Donc, oxygène plus oxygène donne la molécule d'azote. Cette molécule d'ozone peut être dégradée par certains gaz, ou bien certains d'autres gaz. Donc on va voir ces gaz, ou bien la nature de ces gaz après. Donc quel est le rôle de la couche d'ozone? Donc comme vous voyez ici, on a des rayons solaires. Donc on a ici les ultraviolets d'une manière générale. Les ultraviolets, ils sont de trois types. On a les ultraviolets A, les ultraviolets B et les ultraviolets C. Mais on parle d'une manière générale d'ultraviolets. On parle de rayons d'ultraviolets. Donc, comme vous voyez ici, on a l'arrivée des rayons ultraviolets vers la Terre. Et on a l'amincissement de la bande des rayons ultraviolets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couche d'ozone intervient dans l'absorption d'une partie des rayons ultraviolets. Et bien sûr, une partie qui est une partie faible par rapport à la première partie de rayons ultraviolets et atteint le sol. Donc quel est le problème? Donc le problème est comme suit. Les études de l'atmosphère à travers des satellites ont permis de constituer la carte, excusez de ce S, les cartes de Dobson. Donc les cartes de Dobson, ils sont des images satellitaires traitées par un logiciel et qui ne représentent que la couche d'ozone. Donc la couleur, ou bien les couleurs représentées ici, représentent l'intensité de la couche d'ozone. Donc si on a seulement la couleur, si on a ici seulement la couleur orange, ça veut dire qu'on a une intensité grande. Ça veut dire que la couche d'ozone, bien le gaz d'ozone est plus répandu dans la Terre. Si si au contraire, on a cette couleur qu'on va l'appeler rouge est répandue ici. Ici, on dit qu'on a un déficit en gaz d'ozone. D'une manière générale, on a le développement de la couche d'ozone au fil des années. Donc, on remarque que dans les années 80, la couche d'ozone était normale. La couleur bleu ciel veut dire qu'on a une quantité ou bien une intensité moyenne du gaz d'ozone. Et bien sûr, dans la couche d'ozone, ainsi que la couleur ici qui est orange, c'est une couleur orange, veut dire qu'on a une grande quantité en ce gaz et bien sûr dans la couche de la couche d'ozone. Ici, on a le changement de la couleur. Ça veut dire on a
une régression de la couleur vers une petite unité. Ça veut dire la qualité ou bien la quantité du gaz d'ozone est affaiblie. Donc c'est la même chose qui va se produire. On a l'apparition de la couleur mauve, qui veut dire une unité très faible, une quantité très faible dans l'échelle de Dobson. Donc c'est dans les années 2000. Vers 2015, on remarque qu'il y a la disparition totale de la couleur d'existence d'ozone. Ça veut dire qu'il existe en quantité faible, et donc l'existence de ce gaz en quantité faible dans la couche d'ozone est appelée le trou d'ozone. Il n'y a pas réellement de trou, mais il y a un déficit du gaz d'ozone. Donc pour expliquer le déficit de gaz d'ozone, donc on a déjà une explication. Tous les problèmes viennent avec l'avancement des années, et surtout avec les années depuis 1980 jusqu'à 2015, qu'on a déjà vu qu'ils sont des années de production, des années industrielles. Donc on a ici une représentation, bien un graphique qui représente l'évolution du gaz d'ozone en fonction de l'évolution du monoxyde de chlore. Donc on voit clairement qu'on a une stabilité, c'est en fonction de la latitude, ça veut dire de largeur. On ne parle pas des années, on ne parle pas de l'altitude, c'est la latitude. Ça veut dire le déplacement dans la Terre. Et bien sûr dans la couche d'atmosphère. Donc on remarque qu'on a une stabilité du gaz d'ozone qui est équivalent à une stabilité du monoxyde de chlore. Dès qu'on a une augmentation du monoxyde, de la quantité de monoxyde de chlore, on a une diminution du monoxyde, une diminution du gaz d'ozone. Et dès qu'on a une stabilité du monoxyde de chlore, on a une stabilité dans la quantité d'ozone. Cela nous permet de dire, nous permet de constater que le monoxyde de chlore est responsable de la destruction de la couche d'ozone. Donc c'est le principal destructeur de la couche d'ozone, c'est le chlore. Donc le chlore est trouvé dans plusieurs polluants comme le CFC, HFC, les halons et les bromures, mais ils sont émis d'une faible quantité. Donc qu'est-ce qui provoque ce gaz, le monoxyde de chlore? Donc on a ici une molécule de chlore, ou bien une molécule de CFC, que je m'excuse. Qu'est-ce qui va provoquer? Donc le CFC est comme on a déjà signalé, c'est le chlorofluorocarbone ou bien fluorocarbure. Donc il y a le chlore et le carbone et le fluor. Quand cette molécule, quand ce gaz est émis dans la couche d'ozone, il va entrer en réaction avec la couche d'ozone par l'ajout, par un atome de chlore. Un atome de chlore va provoquer la dégradation, la rupture de la molécule d'ozone, et va se lier avec un atome d'oxygène. Donc on aura comme produit
on a le C, on a le chlore, bien sûr, qui sera lié avec l'oxygène. Donc, on a le chlore ou bien le monoxyde de chlore. Et on a le dioxygène qui est l'O2. Donc l'oxygène, quand il va rencontrer une autre molécule d'oxygène, il va, bien je m'excuse, pas une molécule, mais un atome d'oxygène, il va entrer en réaction avec cet atome et va former une autre fois le gaz de O3 qui est l'ozone. Donc l'élément ici, l'élément réactif avec la couche d'ozone est quoi? Et le chlore. Donc le chlore provoque la formation du monoxyde de chlore par quoi? Par l'altération de la couche ou bien de la molécule d'ozone. Et qui dit l'altération de la molécule d'ozone veut dire l'altération de la couche d'ozone, et on parle du trou de la couche d'ozone. On a terminé avec la couche d'ozone. On parle maintenant des autres produits de pollution atmosphérique. On a ici les pluies acides. Donc les pluies acides, ce sont des pluies qui ont une acidité qui peut atteindre 4, ça veut dire un pH égal à 4. Quelle est l'origine de cette acidité? Donc on sait tous qu'on a des produits ou bien qu'on a des activités industrielles ou bien comment dirais-je, des activités humaines qui sont diverses et vont produire plusieurs gaz qui sont le dioxyde de soufre, oxyde d'azote, etc. Donc quand ces gaz sont libérés, ils vont être transformés par d'autres gaz qui vont entrer en réaction avec eux et constituer l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, je crois qu'il est H2, S2. Donc c'est un acide, etc. Peu importe. Donc l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Donc on a des acides. Quand les pluies vont tomber, ils vont se charger de ces acides et forment et deviennent acides. D'où le terme pluie acide. Quand les pluies tombent, ils vont provoquer, ils sont bien sûr acides, ils ne sont pas neutres, donc ils vont aboutir à la dégradation des plantes, la mort des organismes aquatiques, augmentation d'aluminium dans le sol. Donc ce sont des résultats nocifs et indésirables. Il y a aussi un autre phénomène qui est dû à l'accumulation de gaz ou bien des éléments de petite taille, c'est le phénomène de smog. Donc on a ici une image qui représente le phénomène de smog à la ville de Sao Paulo au Brésil. Donc c'est comme le brouillard mais d'une forte intensité et peut persister pendant plusieurs jours. D'accord? Donc pour le bilan, vous devez le rédiger. Et merci de votre attention.